Bonjour à tous et parlons histoire, il y a beaucoup de soleil, nous sommes le 21 juillet 2017 et je me rends à Tours au Festival des Historiques organisé par Nota Bene et Kaléidoscope. C'est parti! En fait, c'est un truc qui m'embête parce que souvent dans les infos, ou même quand je discute avec les gens, j'ai beaucoup de gens qui emploient le terme dictature ou régime totalitaire un peu aléatoirement, sans vraiment savoir ce qu'on met dedans. Et clairement, enfin, tout le monde sait à peu près, voilà, un régime totalitaire, une dictature, c'est un régime où il y a une personne qui a le pouvoir. Et puis, en gros, vite fait, c'est ce qu'on sait. C'est quasiment vrai, mais c'est largement insuffisant. D'où l'atelier. Et après, du coup, cette présentation des dictatures, eh ben, je vais vous proposer de créer la vôtre avec le drapeau qui va avec. Ça va être super. Admettons, on fait un bouquin. Vous connaissez tous ces jeux, les livres là, jaune et noir, l'informatique pour les nuls. Et ben là, on va faire la même chose, sauf que ce sera la dictature pour les nuls. Alors, première étape. En tant que bon dictateur, sachant qu'à chaque fois, je m'appuie sur 3 exemples que sont Hitler, Staline et Abu Bakr al-Baghdadi. C'est tout ce qu'il sait, évidemment. C'est qui? C'est ça, c'est la personne qui est à la tête de l'État islamique. Parce que je trouvais très intéressant de comparer et les dictatures du XXe siècle et une dictature principale du XXIe siècle. Première étape, qu'est-ce que je fais en tant que futur dictateur? Monsieur Linguisticae. C'est vrai, mais ça, du coup, ça sous-entend que tu as déjà le pouvoir. Avant même ça, bah, je prends le pouvoir. En général, je prends le pouvoir par la force. C'est ça. Pour l'instant, du coup, ma légitimité, elle est... Oui, ça va. Hein? Donc, je prends le pouvoir par la force et du coup, je me déclare dictateur. Donc, je suis une personne toute puissante. J'écris très mal. Je suis une personne toute puissante et avec la légitimité qui aura des pâquerettes. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'avant même de commencer à créer des opposants, à mettre en place mon régime, il faut que je me fasse aimer des gens. Il faut qu'ils me suivent. Comment je peux faire? Ça sera ma seconde étape, une fois que j'ai pris le pouvoir, pour me faire, avant de trouver des opposants. On ne coupe pas la parole au prof, s'il te plaît. J'aime pas ça. Donne-moi ton carnet. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire aimer des gens? Oui. Des promesses. Oui, enfin Macron il nous en fait aussi, mais... non, on n'enchaîne pas sur la politique de France, sinon je suis parti pour 3 heures. Oui. Alors il y a la propagande et la censure qui vont se mettre en place, tout à fait. En général, c'est une de leurs premières actions. Hein, c'est ce qu'on a vu avec Hitler, c'est ce qu'on a vu avec l'État islamique, c'est ce qu'on a vu avec Staline. La toute première action, enfin une des toutes premières, c'est contrôler les médias et l'information. Parce que en fait, ça c'est une caractéristique principale des dictatures, c'est j'impose ma vision de la vérité. Si on a une autre, elle n'est pas bonne. Et puis elle mérite d'être abattue. Donc propagande, censure, mais là, attention, il faut bien se remettre dans le contexte. On est dans les sociétés du début du XXe siècle, notamment pour Staline et Hitler. Il y a quelque chose qui est très présent, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors l'embrigadement de la société, ça va arriver bien après. En fait, il faut que je supprime l'espoir aux gens pour que ces gens, désormais, ils croient en moi. Qu'est-ce qui a porté l'espoir, notamment dans les sociétés au début du XXe siècle? Beaucoup moins aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales.
Oui, la religion. À l'époque, la religion est extrêmement présente. Du coup, un bon dictateur, ce qu'il va faire, c'est on supprime la religion. Et c'est ce qu'on a vu avec Hitler, c'est ce qu'on a vu avec Staline. Il va supprimer la religion, on supprime tous les tableaux, les peintures, les statues, on détruit tout, même les églises. En fait, la religion, qu'est-ce qu'elle apporte à la base? C'est un espoir vers une vie meilleure plus tard, un jour, hein, peut-être, on sait pas. Et à l'époque, on leur supprime ça. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se réfugier autre part. Et cette autre part, c'est cette personne toute puissante. D'accord? Avec? Si, ça marche, parce que du coup, toutes les autres religions sont très mauvaises et nous détournent de la vérité qui est la mienne et celle de Dieu, allez, tant qu'à faire. Et donc, il n'y a que la religion islam chiite qui est bonne. Non, pardon, sunnite. Donc ça marche. Donc, le fait de supprimer la religion, je vais m'imposer un peu en tant que sauveur. Et donc, qu'est-ce que j'instaure ici? Comment on appelle ça? Voilà, c'était impressionnant, Staline, il était à fond là-dedans, c'était incroyable. Il y avait des statues de lui partout, sur tous les trains, dans les écoles, dans les maisons, c'était obligatoire d'avoir un portrait de lui. Donc, j'ai un culte de la personnalité, une propagande qui sont au service de cette personne toute puissante, et en fait, ça se voit concrètement parce que ces personnes vont adopter un petit surnom. Hitler, par exemple, c'était le guide, le Führer, très bien. Chez Staline, c'est quoi? Alors attention, du coup, ça c'est une mauvaise traduction. Petit n'existe pas, c'est le père des peuples, tant qu'à faire. Pourquoi petit? D'ailleurs, ça c'est très intéressant. Est-ce que vous avez déjà vu un film propagande russe avec Staline? Oui. Ouais. Donc ceux qui l'ont vu, en fait, ils auront remarqué que Staline, il est aussi grand que les autres. Hein? Et puis, il y a une technique cinématographique qui permet de mettre en valeur les gens. Comment on appelle ça? Non, le contre-plongée, c'est pas? Ouais. On filme d'en bas, pour donner de l'importance aux gens. Et dans les films, en général, si on veut mettre quelqu'un qu'on n'aime pas, on filme en plongée, donc de haut en bas. Voilà. Et donc Staline est quasiment tout le temps filmé en contre-plongée. Du coup, ça lui donne de l'importance. Mais, juste pour info, est-ce que quelqu'un fait 1m60 ici? 1m60. Lève-toi, s'il te plaît. Voici la taille de Staline. Et c'est véridique, il faisait 1m60. Merci Staline. Pour l'anecdote, Staline a écrit des mémoires et c'est vraiment psychopathe parce que dans une de ses mémoires il indique, et ça c'est véridique, hein, j'invente rien, mettre le pistolet sur la tempe de quelqu'un, tirer, puis aller se coucher, il n'y a rien de meilleur au monde. Le mec, il a dirigé le plus grand pays du monde pendant 30 ans. Voilà. Staline, mesdames, messieurs. Donc le nom de dirigeant de l'État islamique, c'est Abu Bakr al-Baghdadi. Mais il s'est donné un petit surnom aussi, mais le mec il se prend pas pour de la merde. Hein. Est-ce que vous connaissez son surnom? Enfin, le titre qui s'est attribué. Parlez un peu fort si vous parlez. Il est un calife, ça veut dire quoi calife? Ouais, on peut résumer ça en commandeur des musulmans. Et il y a autre chose. Et parce qu'il faut un prénom avec. Et le mec, tant qu'à faire, il a pris le prophète, qui est sacré dans les 3 grandes religions monothéistes, à savoir l'islam, le judaïsme et la chrétienté, et c'est Abraham. Le mec s'appelle Calife Ibrahim. Allez, on est bien, on est bien. Et ça, du coup, c'est avec la propagande et la censure qu'on fait un culte de la personnalité et on se donne un petit surnom. Pas mal. Bon, on avance dans la mise en place de notre dictature, mais on a encore quelques étapes. Parce que, comme beaucoup d'entre vous l'ont compris tout à l'heure, il faut un opposant. Hein, quelqu'un, parce que le peuple, là, il commence à m'aimer, c'est cool. Mais ce peuple, il faut qu'il soit encore plus lié avec moi contre un ennemi commun. C'est pareil, là, nos hommes politiques, ils aiment bien nous parler des bien-pensants. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans les discours là avant la présidentielle. Hein, souvent on nous dit ouais, les bien-pensants. C'est qui? Trouver un ennemi commun, ça soude un peuple. Et ça marche très très bien encore aujourd'hui. Et à l'époque aussi. Du coup on se trouve un ennemi. Donc ça c'est facile. L'ennemi, on va pas tous les dire, mais l'ennemi principal d'Hitler. Les Juifs. Voilà, ça c'est pas trop dur. L'ennemi principal de Staline, enfin les ennemis, il y en a 2 principaux. Capitaliste, c'est trop loin. Soyons précis, quelqu'un qu'on peut attaquer sur mon territoire. C'est pas le principal. Il y en a 2 autres. Je rappelle qu'on veut mettre en place un système communiste. On veut mettre en place un système communiste. Les riches, c'est ça, les bourgeois, les opposants principaux, hein, je sais qu'il y a le monde entier ou presque, mais pour l'État islamique, on peut trouver 2 principaux. C'est trop vague. Les chrétiens, non. Même si sur leur propre territoire ils interdisent toute religion, les chrétiens c'est pas leur opposant principal. Les chiites, oui.
Hein, eux, ils sont sunnites, les chiites et les sunnites se détestent. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'islam est divisé en deux mouvances, les sunnites et les chiites. Oui, c'est ça, la manière de vivre occidentale, mais oui, les occidentaux. C'est le deuxième ennemi principal de l'État islamique, tout à fait. Donc il me faut un opposant bien défini, c'est bon là. Bon, tac. Qu'est-ce que je fais, enfin comment je les arrête ces opposants? Des rafles. Une police politique. Alors la police politique chez Hitler? Non, l'ISS c'est la police privée d'Hitler. La Gestapo, je sais pas qui l'a dit, mais il y en a deux ou trois, ouais, bien. La Gestapo. La police privée, politique de Staline, il y en a eu deux. Au tout début. Alors le KGB c'est plus tard. Tchéka, oui. Au tout début c'était la Tchéka, encore sous Lénine, puis après elle a évolué sous Staline, sous le nom de, en plus je suis sûr que vous le connaissez, le NKVD. Ok, très bien. Et sous l'État islamique, non, je l'ai noté, j'ai mon anti-sèche. Pardon, la Hisba. Bon, c'est compliqué de mettre en place une dictature, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On se démerde, mais oui, ça va. Il y a plein d'aspirants ici, là. Alors, qu'est-ce que je fais une fois que je les ai arrêtés? Souvent, d'ailleurs, l'inventeur du procès politique, c'est Staline. Pendant un mois et demi, on va torturer, mais très violemment, les personnes qui vont passer dans le procès. Du coup, leur morale est complètement dévastée. Et le jour du procès, on invite le peuple, là, c'est porte ouverte, tout le monde peut rentrer dans le procès. Donc le peuple est content, il a l'impression de participer à la justice du pays, c'est cool. Enfin, on nous demande notre avis. Donc le peuple rentre dans le procès, dans la salle d'audience, et l'accusé avoue des tonnes de crimes, et on a des sources vidéo qui le montrent, et on a un mec qui affirme haut et fort, j'ai commis des crimes horribles, je mérite la peine maximale. Le mec, il le dit texto. Pourtant, il a rien fait. Et forcément, les gens qui sont devant ce procès, bah oui, il avait raison Staline en fait, bravo. Il peut pas. Oui, voilà, même s'il y en a qui essayent, en fait, ça c'était intéressant, c'est une question très intéressante, merci, parce que ceux en fait qui étaient suspectés de peut-être se rebeller durant le procès, eh ben, on les faisait pas passer. Oh, ils disparaissaient dans un camp, c'est bizarre. Mais bon, si j'ai pas envie de faire des procès, qu'est-ce que j'en fais de tous ces gens-là? On a un système concentrationnaire, voilà, on a des camps. Bon, c'est pas mal. Ah tiens d'ailleurs, petite info sur Hitler. En fait, tous les juifs d'Europe de l'Ouest qu'il a conquis à partir de mai 40, d'avril 1940, eux, ils étaient pour les camps, donc de concentration au début. Et pour tous les juifs d'Europe de l'Est, donc il a conquis à partir de 41, l'opération Barbarossa, eux, c'était les Einsatzgruppen, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, les groupes de tuerie, où là, les juifs, on appelle ça la Shoah par balle. Hein, donc on les regroupe, en fait, on les fait creuser la fosse, on les met à genoux sur la fosse, et après on tire, ils tombent dedans tout seuls. On a un système concentrationnaire, mais notre dictature n'est pas encore prête, puisqu'il faut s'occuper des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? On fait un énorme embrigadement. Donc déjà, il y a l'école qui met en place un embrigadement. Je sais pas si vous avez vu Joyeux Noël, le film. Hein, au tout début du film, rappelez-vous, on a 3 petits enfants qui récitent un poème. Donc, et le poème, les 3 poèmes sont ultra violents. Donc les Français et les Anglais contre les Allemands, et les Allemands contre les Français et les Anglais, enfin surtout les Anglais, mais vraiment violent. Hein, par exemple, le petit Allemand, il dit « Il faut tuer ces chiens de Britanniques ». Waouh! Et c'est pas un fake, hein. Ces poèmes ont vraiment existé. C'est pour ça qu'ils les font dans ce film, et c'est hallucinant. Imaginez, on fait apprendre à des gamins de 6 à 10 ans des poèmes par cœur, on dit qu'il faut buter leur ennemi. Waouh! Ok. Voilà, donc déjà il y a l'école où il y a une propagande omniprésente, mais en plus, il faut les empêcher de réfléchir, les gamins. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Des loisirs encadrés par... Des loisirs encadrés, ça fait comment ça? Ah, les jeunesses hitlériennes, les jeunesses communistes, etc. Voilà, on encadre la jeunesse dès qu'ils sortent de l'école. Et c'est obligatoire. Les jeunesses communistes, les jeunesses hitlériennes, dès qu'ils sortent de l'école, c'est jusqu'à 21, 22, 23 heures. Du sport, voilà, plusieurs chants à la gloire de Hitler, de Staline, etc. Et ils rentrent chez eux, mais les gamins, ils sont fatigués, normal. Et c'est pratique comme ça. On les empêche de réfléchir. Et c'est vicieux ce système. Donc on a des camps de jeunesse finalement. Est-ce que notre dictature est finie? Bah non, il nous faut un petit slogan. La devise du régime nazi. Romain? Non? Bien. Donc ein Volk, ein Reich, ein Führer. Donc un peuple, un empire, un guide. Pour Staline. Je rappelle que là, avec Staline, on veut répandre le communisme. C'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous, voilà. Merci. Et pour l'État islamique, bon, je pense que vous avez tous vu leur drapeau, à quoi il ressemble.
Hein, le drapeau noir avec des écritures blanches et un cercle blanc avec des écritures noires. En fait, c'est ça leur devise. Donc sur la phrase en blanc, c'est marqué « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et dans le cercle blanc avec les trois mots en noir, c'est marqué Mahomet, le prophète d'Allah. Mais du coup, il nous faut aussi un symbole fort. Alors, le symbole fort de l'Allemagne nazie, la croix gammée. Alors, je tiens du coup à faire une petite parenthèse là-dessus parce que la croix gammée est un symbole qui existe depuis plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, certes, nous Européens, on l'associe énormément au régime d'Hitler, mais il faut faire attention parce que la croix gammée d'Hitler est une svastika, on appelle ça une svastika qui est inclinée de 45 degrés et à l'envers par rapport à la svastika classique qui est droite et du coup retournée par rapport à celle d'Hitler. D'ailleurs, si vous faites un voyage en Inde, vous serez choqués, hein, parce qu'il y a beaucoup de temples, il y a des svastikas partout. Donc attention s'il vous plaît, si vous voyez une svastika, c'est pas forcément le régime d'Hitler. D'accord? Donc soyez attentifs à la façon dont la croix est orientée. Voilà, parenthèse fermée. Donc on a un symbole fort, facile pour le communisme. Faucille et marteau, faucille qui représente le paysan, le travail du paysan, le marteau qui représente le travail de l'ouvrier, contre justement le bourgeois, le riche. Très bien. Et pour l'État islamique, c'est leur drapeau. Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau politique, je crois que quelqu'un l'a vu. Pardon? Un parti unique, très bien. Donc le parti d'Hitler. NSDAP, ça veut dire quoi en français? Alors j'ai rien compris, mais je suppose qu'il y avait la bonne réponse. C'est le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Pour le parti, pour la Russie communiste. Le Parti communiste, merci. Et pour l'État islamique, il n'y a pas vraiment de parti, il faut juste faire appartenir à l'organisation État islamique. Allez, dernier élément, et après je vous fais dessiner. C'est le but ultime finalement. Donc c'est du contrôle de l'économie. Parce que si je suis dictateur, je contrôle l'économie de mon pays forcément. Et à chaque fois il y a un but. Alors il voulait fonder un Reich de Milan, mais surtout il voulait l'espace vital. Ça c'est le premier argument. Mais il y avait autre chose qui a vraiment guidé Hitler, c'est l'esprit de vengeance. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du traité de Versailles. Un traité de Versailles qui humilie à fond les Allemands. On a divisé leur territoire en deux, on leur a mis une dette immense. Oui, ils ont récupéré l'Alsace et la Moselle, tout à fait. Donc voilà, Hitler voulait surtout se venger, et c'est aussi pour ça que les Allemands l'ont placé à la tête de l'État. Parce que Hitler est arrivé légalement au pouvoir, hein. C'est le même système qu'en France. Si le Parlement, le Reichstag en Allemagne, a une majorité d'un parti, le président doit nommer un Premier ministre qui correspond à ce parti. Voilà, c'est le même système qu'en France. Pour la Russie communiste, quel était le but du contrôle de l'économie pour Staline? Plus que redistribuer, c'est surtout là. Justement, la planification, c'était pourquoi? Quel était le but? Abolir? Ça c'est déjà fait, hein. C'est dès que Staline est arrivé, même Lénine est arrivé, la propriété privée elle n'existait plus, hein. On était dans les kolkhozes, propriété privée laisse tomber, hein. Mais en fait le but ultime c'était tout simplement moderniser l'URSS. Le but du contrôle de l'économie pour l'État islamique, notamment le fait de revendre du pétrole à la Turquie, c'est la guerre, voilà, la guerre simple, surtout le djihad. Voilà, donc maintenant j'invite à ceux qui ont envie de rester dessinés à remplir ce petit formulaire qui est très sympathique. Donc vous pouvez créer votre régime dictatorial, démocratique, hein. D'ailleurs c'est intéressant parce que vous n'avez jamais remarqué que les régimes qui ont besoin de mettre démocratique dans leur nom, ils ne le sont pas du tout. Hein, République démocratique de Corée du Nord. Et puis derrière de dessiner le drapeau qui correspond à vos idéologies les plus malsaines. Voilà, donc je sais que là il y en a beaucoup qui vont partir, donc merci à tous d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir, l'interaction avec le public était vraiment cool et voilà, merci. Mon nom, Aubin. Le surnom, le sauveur des fûts. Le nom du régime, le houblon pour tous. Mon symbole, un point fermé tenant du houblon. Mon parti, le FIH, Fédération Internationale du Houblon. Mes opposants, les buveurs d'eau, bien sûr. Et ma police politique, la PAS, la Brigade Anti-Sobriété. Le nom de mon régime, c'est la SLA, le sans lobby ajouté.
Mon symbole est une télévision brisée. Mes opposants sont les médias et les lobbies. Et ma police politique est la LAGFM, c'est-à-dire la Ligue anti-grosses firmes manipulatrices. Alors, ma dictature, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Stéphane Bern le Magnifique. Il a créé le régime de la Bernie versaillaise pour rétablir une monarchie française appuyée par France 2, qui est sa police politique. Ses opposants sont les historiens qui ne regardent pas France 2 et qui ne regardent pas Secret d'Histoire. C'est une dictature très puissante que j'ai représentée par des fleurs de lys qui ressemblent à des bananes en fait, parce que je ne sais pas très bien les faire. Et Stéphane Bern couronné dictateur des fous. Ma dictature s'appelle la République démocratique automnale. Elle vient donc de la Révolution de l'automne, où tous les roux ont décidé de s'unir contre l'oppression systématique qu'ils ont eue. À sa tête, on trouve la flamboyante. Le symbole, c'est donc un panda roux féroce. Les opposants sont donc les blonds réunissants, qui sont des faux roux, tout le monde le sait. Et enfin, la police politique, les gardes écarlates. Comme si c'était des parts de quiche. Les épées dures en île, les épées dures en île. Quand tu la sors dans un donjon, quand ta paire des mille, c'est l'arme des bourrins qui s'arrêtent aussi pile. Ne partez pas à l'aventure sans votre épée dure en île. Yeah!